Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Deuxième heure d'Europe 1 Soir avec Raphaël Steinville. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint des rédactions du Journal du Dimanche. Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Fondateur du think tank Sinopia. Et nous sommes avec un jeune écrivain, il s'appelle Jacques Devilliers. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur de ce livre, Le Bâtard du Roussillon, qui nous emmène au XIIIe siècle à la découverte d'une page d'histoire qui n'est pas forcément connue de tout le monde, qui est la croisade d'Aragon. C'est chez Fayard. Et alors, je pense que vous êtes déjà passé chez Pascal Praud, donc on connaît votre identité. Jacques Devilliers. Bon, voilà, faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre que vous êtes le petit-fils de Philippe Devilliers. Je le disais tout à l'heure en préambule, que vous avez, je pense, la même idée, ou en tout cas la même volonté de préservation de la civilisation française. La France, c'est 15 siècles d'histoire. J'ai d'autant plus de facilité à le dire que je ne suis moi-même pas français, donc c'est 15 siècles d'histoire et d'admiration de ces 15 siècles d'histoire pour des étrangers comme moi, qui ont eu des liens par le passé avec la France, mais c'est important de le dire. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui être français ? C'est aimer la langue française, avoir une connaissance de son histoire. Est-ce que c'est pas parce que vous écrivez au passé simple, parce que votre livre est formidablement bien écrit, et je parle de la langue, la façon dont vous j'allais dire, vous chiadez le phrasé et la langue, et vous ajoutez à cela la connaissance de cette page d'histoire qui, encore une fois, est pas forcément la plus connue. On n'écrit pas sur Napoléon Bonaparte, on n'écrit pas sur Louis XVI, on n'écrit pas sur la Révolution. Là, cette croisade d'Aragon qui oppose le pape, le roi de France et le roi d'Aragon, c'est absolument génial. Et vous avez décidé, parce qu'il y a aussi beaucoup d'oralité et beaucoup de dialogue dans votre livre, de faire, j'allais dire, une mini-série parce que c'est à la mode, et tout ça dans un livre. Donc il y a beaucoup de questions dans ma question. Ma première question, Jacques Devilliers, je la repose, c'est: est-ce que vous avez, par tout ça, par la volonté de poser cette page d'histoire là devant nous à travers ce livre, est-ce qu'il n'y a pas une petite idée de se dire: venez voir, l'histoire de France c'est génial, et ça participe aussi au fait d'être français? Tout à fait. Vous avez dit quelque chose qui me semble crucial, en l'occurrence dans la démarche, c'est l'admiration. Je pense que la connaissance de l'histoire, c'est une chose, et c'est une bonne chose en soi. Mais si cette connaissance ne va pas de pair avec l'admiration qu'on a pour certains de ces personnages, pour certains de ces héros, pour certaines de ces pages, eh bien, à mon sens, elle perd un peu de son ampleur, de son utilité et des enseignements qu'elle peut nous apporter. Donc, c'était d'abord mon objectif, c'est-à-dire de mettre en valeur dans cet événement, c'est vrai, qui est peu connu, voire méconnu, des héros, des figures à l'envergure, à l'ampleur particulière, et qui peuvent encore, de par leur réflexion, de par leur parcours, nous enseigner aujourd'hui diverses thématiques et diverses idées, toutes plus utiles les unes que les autres. Est-ce que vous êtes fier d'être français, Jacques Devilliers ? Oui, tout à fait. Pourquoi ? Tout à fait. Je suis fier d'être français parce que j'ai la chance, depuis mon plus jeune âge, de baigner dans une célébration de l'histoire de France. Et qu'est-ce que je veux dire par célébration ? C'est-à-dire, je ne parle pas d'une réécriture de l'histoire qui serait idéologique à la gloire d'un système politique ou d'un système... dont on vous accuse parfois ? Exactement. Mais en réalité, je pense que la célébration de l'histoire, c'est cette capacité de dire, oui, l'histoire a des pages sombres, oui, il y a des drames dans l'histoire, il y en a beaucoup, mais c'est précisément dans ces pages sombres, dans ces drames terribles, qu'émergent des hommes, des femmes, qui posent parfois des actes. Et ça ne veut pas dire qu'on fait d'eux des héros mythifiés ou des super-héros, vous voyez, à l'américaine, qui n'auraient pas de défauts et qui finalement seraient des sortes de parangons de vertu. Non, pas du tout. Il s'agit de dire, là, on peut avoir des personnalités ambiguës, parfois moralement indécises, mais qui à un moment ou à un autre, pour une bonne raison, pour une raison morale, pour une raison politique, vont se lever et poser un acte qui va faire d'eux un héros. Et qu'est-ce que c'est qu'un héros, à mon sens? C'est cela. Ça n'est pas quelqu'un de parfait, ça n'est pas quelqu'un vous voyez, d'idéalisé, mais c'est précisément quelqu'un d'imparfait qui à un moment pose un acte
qui le sort de lui-même, qui l'élève. Et donc je pense que dans la célébration de l'histoire, il y a une notion d'élévation en réalité, pour que nous aspirions à nous porter à la bonne hauteur. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce roman. Des historiens comme Gonzague Saint-Brie, je me souviens d'un livre sur Louis XI, qui était d'ailleurs un roi épouvantable, qui semait la terreur. Mais pourquoi est-ce que je parle de Louis XI? Parce que c'était pas forcément le plus connu des rois. Là, encore une fois, vous brossez une page d'histoire qui est quasiment inconnue. Est-ce que c'est peut-être en mettant le projecteur sur les failles, ou en tout cas les zones d'ombre ou des pages justement méconnues de l'histoire de France, que vous complétez? C'est-à-dire que vous dites ça, il faut qu'on le connaisse aussi parce que ça fait partie de notre civilisation. Tout à fait. En l'occurrence, je parle d'une page sombre, notamment, dans le roman. Mais pourquoi je voulais mettre en valeur cette histoire? Alors, il y a deux raisons. C'est-à-dire, effectivement, il y a une raison historique pour mettre en valeur une page tout à fait passionnante. Et il y a aussi une raison scénaristique. C'est-à-dire que je ne voulais pas écrire un roman biographique sur Philippe le Bel, c'est-à-dire un roman linéaire qui reprendrait de façon un peu narrative et un peu légendée ce qu'ont déjà fait les historiens et ce qu'ils ont fait très bien. Mon objectif, c'était plutôt d'avoir ce personnage du bâtard du Roussillon qui traverse le siècle de Philippe le Bel et qui donc traverse aussi les interrogations qui sont celles de cette époque. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'aller chercher les creux de l'histoire, les zones d'ombre dont on connaît les contours, mais finalement qui sont passionnantes à explorer parce que voilà, c'est un roman et donc comme je voulais porter une ambition presque cinématographique ou en tout cas très picturale dedans. Ça c'est réussi. Ce que je disais, c'est un peu comme une mini-série mais dans un livre. Mais c'est comme ça que je l'ai conçu, que je l'ai voulu et particulièrement parce qu'on en connaît très peu. Raphaël Saint-Ville. Oui, on sent que pour vous, l'histoire n'est pas seulement une discipline, mais c'est une matrice d'identité. Et c'est pour ça que j'aimerais comprendre pourquoi vous avez choisi précisément de vous intéresser au bâtard du Roussillon, à Philippe le Bel. Pourquoi ce moment précis de notre histoire vous a-t-il intéressé pour finalement pour l'édification des lecteurs d'aujourd'hui et de demain? Alors, c'est une excellente question parce que c'est vrai qu'une page méconnue ne va pas éveiller directement chez le lecteur un sentiment connu, quitte à le bouleverser quelque peu. Non, je voulais m'attaquer à cette période de l'histoire parce que je pense que dans la jeunesse de Philippe le Bel, dont je pense d'ailleurs qu'il a été un très grand roi de l'histoire de France, et je pourrais y revenir, mais je pense que dans la jeunesse de Philippe le Bel, cet épisode de la croisade d'Aragon joue beaucoup, parce qu'on se trouve finalement face à un jeune homme de 17 ans qui va voir une expédition militaire, qui est en réalité une grande manœuvre politique, échouer complètement, et donc c'est plein d'enseignements pour lui, à la fois sur le plan politique, mais également sur le plan spirituel, et encore sur le plan matériel pour l'organisation de son royaume. Donc il y avait cette dimension-là. Et puis, il y avait aussi l'idée que je trouvais intéressant d'aller chercher une période qui est à la croisée des mondes en réalité. C'est-à-dire à la croisée des mondes entre un monde centralisé, ou une France centralisée plus exactement, structurée, cohérente, avec un État qui est déjà puissant, et puis un monde féodal, plus ancien, beaucoup plus incarné peut-être aussi dans des endroits particuliers, et qui donc entre un peu en friction avec cette volonté de centralisation. Donc ça me semble une zone de bouillonnement. Et le bouillonnement, eh bien, ça me semblait intéressant d'un point de vue créatif aussi. Alexandre Malafaille. Pardon, elle est intéressante cette question de la figure du héros, parce que on est dans une période de notre histoire où finalement la question du narratif, de ce qui projette un récit à nos compatriotes, est quand même battue en brèche. Je fais pas de polémique autour de la cérémonie d'ouverture des JO, mais on a compris que l'histoire de France commençait en 1789 et que on a donné des coups de caméra à des très beaux bâtiments, on a survolé le portrait de Napoléon, mais de très très loin dans l'Institut de France. Mais pour le reste, les grandes figures nationales, on les a passées sous silence. Oui, enfin, on a aussi eu comment dirais-je, la reine Marie-Antoinette qui portait sa propre tête. Oui, 1791. Mais on est d'accord. Mais ce qui est avant a été passé sous silence, et vous avez tout un courant de pensée, comme des gens comme Hervé Lebras, qui pensent qu'en effet, l'histoire de France commence en 1789 et qu'avant, on n'en parle pas. Bon, ça c'est un vrai sujet. Donc on a cette problématique du rapport au héros. Vous avez tenté de donner une définition intéressante, disant celui qui pose un acte, qui sort de sa condition. Bon, très bien. Mais si on veut faire revenir les gens, finalement, sur cet amour ou en tout cas cette référence au grand héros, parce que le héros du quotidien, Emmanuel Macron en a beaucoup parlé. Alors ça a été un peu dévoyé, mais voilà, les grands héros de l'histoire. Comment on refait un narratif autour de ça? Comment on fait se réapproprier ces figures qui finalement racontent une histoire et font qu'on adhère à un pays parce qu'il y a quelque chose qui l'a transcendé?
Alors, je pense que c'est Jacques de Villiers sur Europe 1. C'est une question éminemment complexe et en même temps éminemment intéressante. Et au fond, je pense que ce qui fait des héros, ce qui fait le caractère extraordinaire des héros d'un point de vue historique, et donc de par leur amplitude, c'est cette capacité qu'ils ont. Et je pense ici à Philippe le Bel, mais il y en a d'autres, ce n'ont pas forcément été des souverains, à ressentir instinctivement les nécessités impérieuses de l'État, et donc à mettre en œuvre une politique, mais une politique qui n'était pas une politique politicienne, vous voyez, c'est une politique mue par des ambitions extrêmement profondes, extrêmement nourries, spirituelles également, puisqu'on est dans une époque où c'est ce que j'allais vous dire. Le temporel, le XIIIe siècle, on a peur des démons, on a peur des sorcières, on a peur de tout, et puis surtout, il y a aucune règle. Il y a la réglementation n'est pas du tout la même. Tout à fait. Donc on tue, on torture, on est quand même dans une barbarie, mais en tout cas dans une barbarie beaucoup moins régulée qu'aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'on est dans un rapport à la mort qui est tout à fait différent, et donc un rapport à l'héroïsme qui est aussi tout à fait différent. Vous avez trouvé les mots justes. On est vraiment dans un autre rapport à la mort. Et donc je pense que les héros qui émergent, eh bien, ils ont aussi des problématiques qui sont différentes, mais qui sont d'autant plus grandioses parfois. Et moi, je m'intéresse aux héros qui ne sont pas des héros manichéens. Et je pense que c'est pour ça que Philippe le Bel en est un bon exemple, parce que c'est quelqu'un qui est profondément pieux, profondément convaincu qu'il faut une moralité dans le monde. On parle beaucoup de Philippe le Bel et on parle pas beaucoup de Philippe III, parce qu'il y a aussi la relation au père qui est très importante, parce que l'idée, en fait, au départ, parce que sans spolier, parce que c'est le point de départ de votre livre, et je parle sous votre contrôle, c'est Philippe le Bel qui donc mène cette croisade sous le haut patronage de son père Philippe III pour y mettre le plus jeune fils Charles sur le trône d'Aragon. Voilà, alors qu'il y a quand même un roi à Aragon, et là arrive ce bâtard du Roussillon, qui est un personnage extrêmement méchant et effrayant, qui va leur barrer la route, en fait, à peu près à l'arrivée aux Pyrénées. C'est vrai qu'il est extrêmement méchant et effrayant, mais il n'est pas que ça, le bâtard du Roussillon. Et il est politique. Il est politique. C'est ce qu'on disait. Il est politique, mais il est politique, encore une fois, de l'époque. C'est-à-dire que on arrive en armure avec un sabre, et puis il n'y a pas de quartier. Bien sûr, voilà. mais c'est Dark Vador, mais sans le sabre laser. C'est un vrai sabre et ça coupe les têtes. Voilà. Mais et finalement, Dark Vador a une rémission. Mais bien sûr. Mais voilà, il y a une notion extrêmement mêlée dans ces héros. Et en fait, Philippe le Hardi, le père de Philippe le Bel, eh bien, c'est un chevalier sans peur et sans reproche, qui est un chevalier noble, mais qui manque de sens politique. Et c'est ce que Philippe le Bel lui reproche. Et c'est ce pourquoi il bouillonne, parce qu'il dit oui, la cause qu'il sert est noble, elle est juste, mais elle va mener au pire. Et en fait, c'est vraiment l'enfer qui est pavé de bonnes intentions. Et donc, ça, c'est du déjà vu dans les quelques décennies précédentes. Et dans les Rois maudits. Dans les Rois maudits, tout à fait. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est comment vous en êtes venu à la figure de Philippe le Bel, parce que on ne connaît finalement de Philippe le Bel que ce que la littérature nous en a donné, plus que l'histoire, à travers les Rois maudits. Et donc, quel est le point de départ qui vous a permis d'approcher, d'appréhender cette figure que vous décrivez très différemment de sa légende noire? Eh bien, je pense qu'il y a deux choses. C'est-à-dire d'abord... Jacques de Villiers sur Europe 1. Et d'abord, il y a le bâtard du Roussillon. C'est-à-dire qu'en travaillant, je voulais écrire sur Philippe le Bel et je suis tombé sur ce personnage dont on sait qu'il a rencontré Philippe le Bel historiquement. Et donc cette rencontre, je la trouvais très intéressante. Et je me suis penché sur les sources de l'époque pour savoir ce qui pouvait motiver cette rencontre entre un jeune homme de 17 ans, promis au pouvoir, et un homme qui n'est promis à rien parce qu'il est sans origine. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense que Philippe le Bel est un roi qui a su conserver une part de tradition féodale et donc d'incarnation profonde dans son pays, dans son royaume, et pour autant la capacité et l'intuition qu'il fallait centraliser, qu'il fallait déjà rendre plus cohérente la structure de l'État. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à lui, parce qu'il y a la légende noire de Maurice Druon, qui en a fait le roi maudit, le premier roi maudit par Jacques de Molay sur son bûcher. Mais il y a un autre Philippe le Bel finalement, et personne ne sait vraiment à quoi il ressemblait. Déjà à l'époque, les chroniqueurs, Bernard Cesset disait il est pareil au rapace, on ne sait pas ce qu'il pense. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à lui, parce que je pense, contrairement à Maurice Druon, que Philippe le Bel était un roi beaucoup plus fin que ce qu'on voudrait bien laisser paraître parfois. Alexandre Malafaille. Derrière le héros, souvent il y a l'exemple de ce qu'il a fait et qu'on veut mettre en avant, l'exemplarité, la valorisation de la reconnaissance. Et on a un système pour ça inventé par Napoléon qui est la Légion d'honneur. Est-ce que vous diriez, vous, du point de vue de votre jeunesse aujourd'hui, que cette Légion d'honneur aujourd'hui, on la distribue un peu
à tout vent un peu trop facilement? Tout dépend. Et non, Je remarque que vous n'en avez pas, Alexandre Malafay. Je ne ferai pas de commentaire. Ou alors vous la portez pas. Je ne l'ai pas et je ne ferai pas de commentaire. Très bien. Tout dépend Ce n'est pas mon interview. Tout dépend de la notion d'héroïsme. On la fera un je jour, pense. ce sera marrant. Ah, chiche. Je pense que tout dépend de la notion d'héroïsme, au fond. Et donc, il y a plusieurs types d'héroïsme. Maintenant, c'est vrai que peut-être qu'à l'époque de Philippe le Bel, si la Légion d'honneur existait, on l'aurait remise beaucoup plus difficilement. Ça, c'est une probabilité assez certaine. Maintenant, voilà, les temps ont changé. Pour le meilleur ou pour le pire, chacun jugera. Mais il est certain que l'héroïsme de l'époque n'a plus grand-chose à voir avec l'héroïsme d'aujourd'hui dans sa manifestation. Maintenant, il peut y avoir des actes héroïques du quotidien qui sont tout à fait remarquables et parfois beaucoup plus difficiles à poser que... Jacques de Villiers, dernière question. Vous êtes écrivain, vous avez 22 ans, vous avez la vie devant vous, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce bouquin? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est votre démarche? On parlait de civilisation, on parlait de l'histoire de France, on parlait de l'immense importance d'être français aujourd'hui, dans le contexte qu'on connaît, et que ici dans Europe 1 Soir, idem dans le JDD, chez Sinopia et dans énormément de parutions, on commente aujourd'hui. Quel est votre but aujourd'hui? Dans quoi vous vous inscrivez? Alors, fondamentalement, je vois l'histoire comme un vivier d'imaginaire multiples. Et donc, c'est une source créative, mais une source qui va au-delà de la simple étude de l'histoire. Et quand on s'y attache, on en tire des enseignements. Et donc, ce que je voulais montrer dans ce roman, eh bien, c'est tout simplement une idée basique, mais très profonde, à mon sens. C'est-à-dire que les drames n'entraînent pas nécessairement que des choses horribles, que des éléments dramatiques. Ils peuvent aussi entraîner de l'héroïsme, de la beauté, et transcender parfois les crimes qui sont posés. Voilà ce que je voulais dire. Ma question a peut-être été mal comprise, mais qu'est-ce que vous recherchez derrière? Vous êtes écrivain, mais 3 petits points. Est-ce que vous voulez ensuite vous lancer dans une autre démarche, peut-être dans un think tank, peut-être. Et alors, on sait que le think tank, c'est aussi quelque chose qui permet ensuite d'aller vers des responsabilités. Écoutez, vous avez un grand-père célèbre. Oui, tout à fait. Je pense que voilà, je suis jeune, vous l'avez dit, et cette démarche d'aller puiser les enseignements de l'histoire à travers la dimension scénaristique, narrative, eh bien pour l'instant, elle me nourrit et je pense que je suis loin d'en avoir tiré tout le suc. Donc à l'avenir, j'aimerais d'abord me pencher voilà sur cette question de l'écriture, du roman, de la façon d'emmener notre lecteur cinématographiquement dans des univers historiques. Pour l'instant, on ne vous présente que en tant qu'écrivain et c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup, Jacques de Villiers, le bâtard du Roussillon, et tout est politique. Merci. Et c'est chez Fayard. Pascal Praud, lui, c'est 2 rendez-vous par jour. D'abord, l'heure des pros, 9h, 9h30. Et ensuite, 11h, 13h. Pascal Praud et vous l'appelez au 01 80 20 39 20.